Chers collègues, chers consoeurs et confrères. Tout d'abord, pour ceux que j'ai pas vus lundi, Saham Malcolm. Je remercie aussi Madame Gougam de nous avoir donné l'occasion de nous réunir virtuellement pour assurer cette formation médicale continue. Le ministère de la Santé œuvre pour la mise à jour des connaissances des médecins, qu'ils soient spécialistes ou généralistes. Donc, pour cela, je partage totalement cette optique et je participe volontiers aux formations médicales continues pour pour le perfectionnement du médecin et pour il y aura sur une meilleure prise en charge du patient. Donc, Madame Gougam vient de vous le dire, nous allons voir une thématique particulière aujourd'hui qui est l'enjeu œdème héréditaire. Ce que vous connaissez auparavant, c'était l'enjeu œdème neurotique. Il a un autre nom, c'est l'enjeu œdème à bradykinine ou déficit en C1 inhibiteur. Toutes ces appellations veulent dire la même chose. Donc, avant de voir en quoi consiste l'urgence de l'enjeu œdème héréditaire, il faudrait déjà qu'on définisse certaines choses. Donc, le plan de la présentation va se dérouler comme suit. On va faire quelques définitions. On va voir en quoi consiste sur le plan physiopathologique l'enjeu œdème et l'enjeu œdème héréditaire. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas encore commencé le déroulement des diapos. Je suis en train d'introduire le sujet. Donc, je reviens au plan. Donc, on aura des définitions, un mot sur la physiopathe. Qu'en est-il de l'enjeu œdème héréditaire dans le monde et en Algérie? Et on rentrera dans le vif du sujet par le diagnostic, par l'interrogatoire, par l'examen clinique, comment peut poser le diagnostic sur le plan paraclinique et comment prendre en charge cette pathologie. Bien sûr, au fur et à mesure de la présentation, nous allons voir les aspects urgents pour lesquels il faudrait prendre l'enjeu œdème. Pour ma part, je vais parler de l'enjeu œdème héréditaire chez l'enfant parce que je suis pédiatre de formation, mais je vous dis tout de suite, la clinique et la thérapeutique se ressemblent beaucoup avec l'adulte. C'est clair qu'on a quelques spécificités, je vais vous le dire, que ce soit dans le diagnostic ou dans la prise en charge, mais pas beaucoup, c'est aux alentours de 10%. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un enjeu œdème? Il faut savoir que l'enjeu œdème est un syndrome clinique fait de gonflements localisés, soudains, des tissus sous-cutanés ou sous-muqueux. On va voir tout à l'heure en quoi consistent les œdèmes sous-cutanés et en quoi consistent les œdèmes sous-muqueux. Les enjeux œdèmes, par définition, sont transitoires. Ils peuvent durer quelques heures comme quelques jours, mais disparaissent toujours sans laisser de séquelles. Généralement, la couleur de ces enjeux œdèmes est celle de la peau ou un peu rosée, voire rougeâtre. Et les patients, les enfants, quand ils sont en âge de parler, ils vont vous dire qu'ils ont un peu mal et que c'est chaud un peu. Alors, sur le plan physiopathologique, je reviens à la plaque précédente. Je vais vous expliquer, même si ce n'est pas très visible, je le vois de là. Tout démarre, il faut savoir qu'en matière d'enjeu œdème, tout démarre d'un facteur déclenchant. Il peut être physique comme il peut être psychologique. C'est-à-dire, on peut secondairement à un traumatisme, secondairement à une infection ou secondairement à une contrariété, une angoisse, un stress, activer son facteur 12, le facteur 12 de la coagulation que vous connaissez. Ce facteur 12 va lui-même activer certains précurseurs, la précalécréine et la plasminogène. Ces deux précurseurs, une fois activés, vont activer à leur tour
vont se transformer en calicréine pour la précalicréine et en plasmine pour le plasminogène. Au fait, ça sera une cascade de transformation, vous allez voir, pour aboutir à la formation de cette molécule dite bradykinine. Quand la calicréine et la plasmine sont formés, ils vont activer à leur tour le kininogène de haut poids moléculaire. Toutes ces molécules, on les a chez nous, mais elles ne sont pas activées. Le commencement commencera par le facteur 12. Vous voyez la cascade de transformation. Et donc, le kininogène de haut poids moléculaire qui va se transformer grâce à la calicréine et la plasmine en bradykinine va se fixer sur la paroi endothéliale des vaisseaux grâce à un récepteur appelé B2R. À ce moment-là, on aura une vasodilatation et des œdèmes qui vont se constituer. Le C1 inhibiteur, qu'est-ce qu'il fait? En absence du C1 inhibiteur, chez les gens qui ont un problème du C1 inhibiteur, on aura, qu'est-ce qu'on aura? On n'aura pas la transformation, on aura toujours ce que vous voyez, la bradykinine qui sera toujours synthétisée, alors que dans le corps, on sait très bien, on forme quelque chose, on la dégrade après. Mais quand j'ai un déficit acquis ou congénital en C1 inhibiteur, d'où son nom, il inhibe la transformation de kininogène en bradykinine. Si j'ai un problème du C1 inhibiteur, donc pour n'importe quel stress, pour n'importe quelle infection, pour n'importe quel traumatisme, je vais faire cette cascade à chaque fois. Donc, il faut savoir que l'angio-œdème à bradykinine, il peut être acquis comme il peut être héréditaire. Il peut être acquis secondairement chez des patients qui sont sous prise médicamenteuse. Vous avez les IEC principalement. Et d'ailleurs, si vous avez des cardiopathes ou des hypertendus qui sont sous IEC, ils vont vous dire que j'ai toujours des œdèmes au niveau des mains et des œdèmes au niveau des chevilles qui partent et qui reviennent. Ça, c'est secondairement à la transformation et à la fixation de la bradykinine sur les vaisseaux et qui va faire accumuler du liquide dans le tissu sous-cutané ou sous-muqueux. On peut avoir aussi de l'angio-œdème quand j'ai des anticorps anti-C1 inhibiteurs. Ça se voit dans certaines maladies auto-immunes. Donc là, je parle à mes confrères et mes consoeurs qui font de la médecine générale ou d'autres spécialités. Vous avez l'occasion de voir plutôt les adultes qui ont ces angio-œdèmes acquis. C'est très rare chez l'enfant, mais ça existe. Quand j'ai de naissance un défaut de C1 inhibiteur, ça s'appelle l'angio-œdème héréditaire. Lui-même se divise en 3 types. Le premier type, il est secondaire ou un déficit quantitatif en C1 inhibiteur. Le type 2, c'est un déficit fonctionnel en C1 inhibiteur. Le type 3, c'est un angio-œdème héréditaire dit avec C1 inhibiteur normal. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'entité qui est découverte récemment, qui est en cours d'étude, parce que c'est un problème beaucoup plus haut. Ce n'est pas en rapport avec le C1 inhibiteur, il est normal. Il est en rapport avec une anomalie du facteur 12. Et je vous rappelle la première plaque qu'on a vue, tout démarre du facteur 12. Alors, donc, on va s'intéresser à cette pathologie. L'angio-œdème héréditaire, c'est une pathologie génétique. Elle est classée une pathologie rare.
mais elle n'est pas aussi rare que ça. On va dérouler la clinique et vous allez voir que peut-être il y a des patients qui sont passés et que vous n'avez pas su reconnaître parce que vous n'aviez pas toutes les informations. Là, ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui me dit, on n'est pas en train, on n'arrive pas à voir toutes les diapos. Ne vous imaginez pas forcément sur les diapos. Donc, je disais, l'enjeu œdème héréditaire, c'est une maladie génétique, héréditaire. Elle est classée dans les maladies rares. Elle est de transmission autosomique dominante, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un seul des parents soit atteint, qu'un des enfants sera atteint. Mais existe dans 25% des cas sporadiques, c'est-à-dire il n'y a aucun antécédent dans chez les grands-parents, chez les arrière-grands-parents, chez les parents. Malheureusement, la maladie va débuter chez cet enfant. Et c'est plus difficile de poser le diagnostic parce que, en absence d'antécédents, c'est rare et je comprends aisément. On pense au plus fréquent. On va penser à l'enjeu œdème secondaire à autre chose. On va le voir dans les diagnostics différentiels qu'à l'enjeu œdème secondaire, un déficit en C1 inhibiteur, c'est-à-dire à l'accumulation de bradykinin. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la fréquence est sous-estimée dans notre pays. La fréquence est méconnue. C'est une pathologie grave. Elle peut engager le pronostic vital de l'adulte ou de l'enfant. Comment? Dans 25% des cas, les personnes atteintes d'enjeu œdème héréditaire peuvent présenter un enjeu œdème sous-muqueux dans un endroit très dangereux. C'est le carrefour aérien au niveau du larynx, ce qu'on appelait l'œdème de Quincke. Mais je vous donne cette image pour que vous l'ayez dans votre tête. Ça, en absence de traitement, ça peut engager le pronostic vital. Donc, pourquoi on tient à vous faire ce thème? Parce que il faut savoir le reconnaître, il faut savoir donner le traitement pour sauver la vie de la personne. Donc, c'est une maladie potentiellement grave. Elle peut engager le pronostic vital par la morbidité, c'est-à-dire les consultations liées à l'œdème sous-muqueux au niveau digestif. Pourquoi? Parce que ça va simuler un tableau pseudo-occlusif. D'ailleurs, c'est des personnes qui vont être opérées à plusieurs reprises sans qu'on ait une étiologie. Le chirurgien va ouvrir, va trouver que de l'œdème. C'était une obstruction fonctionnelle, donc il referme, il trouve un peu de liquide. Un troisième secteur. S'il vous plaît, vous pouvez éteindre votre micro. Rani, je vais vous ouvrir votre micro parce que j'ai éteint, mais bon. Réactivez, voilà. Réactivez, Rani. Donc, je disais que la morbidité, c'est en rapport avec l'atteinte digestive. Les chirurgiens vont ouvrir, ils vont trouver un œdème, une occlusion fonctionnelle, un troisième secteur, du liquide, ils vont refermer. Et l'œdème et l'acide de petite abondance va disparaître quelques jours après. Et ça va se répéter à chaque fois. Donc, si on ne pense pas à faire un interrogatoire, à demander les antécédents, les antécédents familiaux et personnels, on ne va jamais y penser à cette pathologie et les enfants et les adultes vont être mutilés. La prise en charge de cette pathologie, il faut savoir qu'il y a une prise en charge spécifique des crises lors de l'arrivée des œdèmes, mais il y a une prophylaxie à instaurer de court et long terme qu'on va voir tout à l'heure. Et le meilleur rôle du médecin, c'est le dépistage quand j'ai un cas dans la famille.
Alors, il faut savoir que sur le plan épidémiologique, vous allez me poser la question, est-ce que ça atteint plus les garçons que les filles? Non, ça peut atteindre les deux sexes. Il n'y a pas de variation ethnique, c'est-à-dire que ça n'atteint pas plus les Noirs, les Japonais que nous. Tout le monde est logé à la même enseigne. On sait que dans une même famille, si on a deux personnes atteintes, les deux personnes ne vont pas présenter le même tableau clinique alors qu'ils ont la même génétique. Donc, il y a une variabilité interindividuelle. C'est une pathologie qui est connue plus chez les adultes. Pourquoi? Parce qu'elle est plus expressive et plus parlante et plus agressive à l'âge adulte. Les crises vont devenir de plus en plus présentes, de plus en plus régulières. Chez les petits, heureusement pour nous, les pédiatres, ça va être moins fréquent et donc les pédiatres et les médecins généralistes ne vont pas y penser tout de suite. D'ailleurs, malheureusement, le diagnostic est toujours retardé. Vous voyez la médiane, c'est 2 ans à pratiquement 9 ans après où on pose le diagnostic. Pourquoi? Parce que les premiers signes, quand on demande aux parents, au fait, c'est une maladie à révélation pédiatrique, mais vu que le tableau était peu parlant, discret, on n'y pense pas, on consulte même pas, mais la maman va vous dire, dès qu'il a commencé à marcher, donc vous comprenez, marcher, premier pas, il tombe à chaque fois, traumatisme, donc enjeu œdème. Donc les parents vont dire non, il est tombé, donc c'est un petit traumatisme, c'est bon. Mais quand il y aura apparition à partir de 10, 15 ans, des œdèmes localisés vont se répéter, les parents vont consulter. Alors, vous allez me demander aussi, est-ce qu'il y a des études épidémiologiques? Est-ce que c'est fréquent dans le monde? Non. Les quelques études connues dans le monde, c'est des expériences de service, c'est des cas rapportés des médecins qui s'occupent de l'enjeu œdème héréditaire. Et donc, dans la littérature, vous n'allez jamais trouver des études de 1000 malades ou des études multicentriques. C'est une pathologie, vous voyez, très rare. L'incidence est inconnue, elle est estimée entre 1 sur 50 000 à 1 sur 100 000. En Algérie, il n'y a pas d'études jusqu'au jour d'aujourd'hui sur l'enjeu œdème héréditaire. On sait que chez les adultes, il y a entre 200 et 300 malades recensés avec un diagnostic biologique, mais c'est une étude, c'est un recrutement qui s'est fait sur Alger et les wilayas environnants. Chez les enfants, il n'y avait aucune consultation, donc on ne connaissait pas est-ce qu'il y avait de l'enjeu œdème. On disait à un moment donné qu'il n'y avait pas de l'enjeu œdème héréditaire, que c'était une maladie d'adulte, mais c'est grâce aux patients adultes, les enfants, et donc les parents nous disaient, on a des enfants qui ont les mêmes signes cliniques que nous, que on les a convoqués, on les a vus, on a posé le diagnostic. Il y a eu parmi, vous voyez, à notre niveau, on a une consultation dédiée à l'enjeu œdème. Et je vous dis, je vous donne l'historique. Il y a une association des patients atteints d'enjeu œdème héréditaire qui a été créée officiellement. Cette association a permis de recenser beaucoup de patients. Il y a le professeur Messaoudi Kierouiba qui a fait sa thèse sur l'enjeu œdème héréditaire chez l'adulte. Et nous-mêmes, qui avons été nommés pédiatres référents qui s'occupent des enjeux héréditaires de l'enfant. Pour l'instant, la consultation est localisée à Parnay. Donc, je vous ai laissé le mail comme ça, mail, et je vous donne un rendez-vous de consultation. Et de plus en plus, vous allez être invités, je pense, à des congrès où on va parler de l'enjeu œdème héréditaire. Pourquoi? Parce que les médicaments ont été enregistrés en Algérie, donc on a de les traiter. Donc, au jour d'aujourd'hui, en Algérie, officiellement, mais c'est une étude
révèle que ces enfants sont en institution et les consultations, on va recenser beaucoup plus que ça. Alors, je reviens à une chose. Là, j'ai noté les types. On vous a parlé des types 1 et des types 2. Il faut savoir que nous, en Algérie, que ce soit chez les adultes ou chez les enfants, c'est la même chose qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que le déficit quantitatif en C1 inhibiteur est le plus fréquent. Le déficit en fonction du C1 inhibiteur est la moins fréquent. Vous voyez, c'est entre 10 à 20%. Donc, on arrive au vif du sujet. Comment se manifeste l'enjeu œdème héréditaire? Je vous ai dit, généralement, dès l'âge de la marche. On a un retard diagnostique, je ne reviens pas sur ça, mais ça se révèle par des épisodes récidivants d'œdème sous-cutané ou sous-muqueux. Je dis bien des œdèmes sans papule, sans macule, ni prurite. Pourquoi on dit ça? Pour faire la différence avec le principal diagnostic différentiel qui est l'enjeu œdème on va le voir, c'est normal. Ainsi, vous allez dire, ah, il fait une allergie sévère. Et donc, je vais donner adrénaline. C'est pas faux. On va voir l'enjeu œdème allergique. On a un érythème papuleux, un prurite qui s'accompagne et on va donner de l'adrénaline. Ça va donner. On va le voir tout à l'heure. Vous allez me poser la question, est-ce que ces crises ont une fréquence? Non, malheureusement. On a dans la même famille un enfant qui peut vous faire ces épisodes chaque semaine, comme il y a dans la même famille un autre qui va faire une fois par mois, une fois par 6 mois. Donc, on n'a pas une fréquence. Et il y a d'autres qui, heureusement pour eux, ils sont asymptomatiques pendant 20 ans et après, ils vont déclencher les crises. Alors, j'arrive au principal diagnostic différentiel. Retenez, quand j'ai un enjeu œdème, il faut vous poser la question, est-ce que je suis devant un enjeu œdème histaminique ou la bradykinin? L'histamine et la bradykinine vont agir de la même manière sur le vaisseau, c'est-à-dire produire de la vasodilatation. Mais comment l'histamine est produite? La bradykinine, je vous ai expliqué tout à l'heure. L'histamine, quand je suis en contact avec un allergène et j'ai un terrain allergique, mes cellules mastocytaires, éosinophiliques, basophiliques vont sécréter de l'histamine, des leucotriènes qui vont directement se fixer sur des récepteurs spécifiques au niveau des vaisseaux et produire une vasodilatation, donc de l'œdème. À ce moment-là, on aura aussi du prurite parce que l'histamine fait gratter et vous avez aussi de l'érythème, des macules, des papules. Vous avez la description. Généralement, l'enjeu œdème histaminique, il est brutal. Il se produit moins d'1 heure après le contact avec l'allergène. Il dure quelques heures. Drali, il n'y a plus de sang. Il ne dure pas quand il expire spontanément ou après avoir donné un traitement. Donc, vous voyez que l'atteinte digestive est spécifique, elle est fréquente dans l'enjeu œdème bradykinine. On ne dit pas que quand on a une allergie digestive, c'est-à-dire une allergie alimentaire, on ne va pas avoir des douleurs digestives. On va avoir des douleurs digestives avec des nausées, des vomissements, parfois de la diarrhée. D'accord? Donc, n'oubliez pas, enjeu œdème histaminique, enjeu œdème à bradykinine. Pardon. Vous allez me poser la question, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs avant l'installation de ces enjeux œdème? Oui, mais ils ne sont pas très présents. Un tiers des patients
vont avoir avant l'angioœdème ce qu'on appelle l'érythème marginal. Vous le voyez sous les yeux et vous allez me dire, ah, raison de plus, si j'ai l'érythème marginal avec l'angioœdème, je vais penser plutôt à l'allergie. Vous avez raison, il faut donner le traitement. Mais si ça ne répond pas à l'adrénaline, il faut penser à l'angioœdème, à bradycardique. Il y a d'autres patients, et c'est vrai, quand on leur parle, c'est caractéristique, c'est caricatural. Ils vont vous dire, monsieur, madame, je sais, je ressens quand la crise va venir. Je suis fatiguée, j'ai des douleurs articulaires ou j'ai des nausées. Et le lendemain, je me réveille avec des œdèmes. C'est caricatural. Hein? Il y a d'autres qui vont vous dire, je change d'humeur à chaque fois. Il y a ceux qui vont faire des malaises. Posez toujours, est-ce qu'il y a quelque chose qui précède ces œdèmes? Autre chose à retenir, posez la question, quels sont les facteurs déclenchants? Il y a toujours un facteur déclenchant. Les adultes vont vous dire, quand je prends quelque chose de lourd, il fait ses courses, un homme ou une femme, elle fait une course, elle prend un poids supérieur à ce qu'elle devrait prendre, le lendemain, elle aura des œdèmes au niveau du poignet qu'elle a utilisé. Il y a d'autres qui vont vous dire, ah, quand je m'assois plus d'une heure, j'aurai des œdèmes au niveau du périnée. Il y a d'autres qui vont vous dire, quand l'enfant tombe à chaque fois quand il marche, sur la place où il est tombé, il aura un angioœdème. Il y a d'autres, non. Quand ils vont faire un épisode infectieux, une rhinopharyngite, une angine, un écoulement nasal banal, hein, une grippe, derrière, ils vont installer une crise d'angioœdème. Il y a d'autres, il n'y a pas de traumatisme organique, ni cause organique, mais des profils très stressés. Et dès qu'ils ont une mauvaise nouvelle, une contrariété, ils vont le lendemain avoir leur crise. Là, j'ai marqué en rouge spécifiquement, demander aux parents si l'enfant, à chaque fois qu'il a une poussée dentaire, sa face se déforme. On va voir tout à l'heure quelques photos. Et demander à la jeune fille si elle a des œdèmes au niveau des mains, des jambes, quand elle est en période de menstruation. En clinique, heureusement que 90% des crises sont faites d'œdème sous-cutané et en général, l'œdème des extraits, les membres, le visage, les œdèmes sous-muqueux qui font la gravité de la maladie. La mortalité est liée à l'œdème laryngé. Les crises abdominales vont simuler une urgence chirurgicale. Heureusement, elles constituent 10%. Donc, je reviens pas sur ça. On a détaillé les œdèmes périphériques en rapport avec une atteinte cutanée. C'est les plus précoces et les plus classiques chez les enfants. Fort heureusement que l'enfant ne fera, dans rare des cas, un œdème des voies aériennes et une simulation d'un tableau digestif. Mais il faut connaître que ça existe. Je répète, c'est des œdèmes non prurigineux, non inflammatoires, sans urticaire. Ils peuvent, à chaque crise, ne pas pouvoir aller à l'école ni vaquer à son sport parce que il est œdémacié. Imaginez la face déformée ou les membres déformés. Voir. Donc, vous avez quelques patients là. Je vous ai ramené les patients de quelques photos de chaque de
manifestation suivie à notre niveau, 1000 mots. Et donc, regardez là, ça commence très discret au niveau de la pomme. À la phase d'état, c'est des œdèmes qui deviennent roses un peu. Regardez aussi au niveau des pieds. Là, le petit Yanis, c'est plutôt des œdèmes au niveau des paupières. C'est l'hypertension du GNA ou d'un syndrome néphrotique et on voit s'il n'y a rien. Et surtout, chez lui, la maman est atteinte de cette pathologie. Donc, rapidement, on a fait le diagnostic. Regardez cette petite que les enfants vont vont faire toujours le même type de crise. C'est rare où ça va passer à autre chose. Et en grandissant, il y a d'autres localisations, carrément un abcès dentaire. D'ailleurs, il faut voir, il faut éliminer toujours le plus fréquent. Il n'y a pas de carie en regard et lui aussi, il avait son papa qui était atteint d'angioœdème héréditaire. Alors, donc, on arrive aux manifestations sous-cutanées et sous-muqueuses, en l'occurrence, les crises douloureuses abdominales. Il faut y penser. J'attire votre attention. Si vous avez dans vos consultations des petits qui reviennent à chaque fois avec des douleurs abdominales, vous avez tout exploré, vous ne comprenez pas, il est apéritique, vous avez fait tous les bilans, il n'y a pas d'autres signes qui accompagnent, cherchez et pensez à cette pathologie. Généralement, c'est des douleurs abdominales qui commencent très progressivement. C'est typique. Ils ont un jour où la douleur est intense et après, elle diminue. Par des nausées, des vomissements, mais c'est très, très rare. Là, il faut penser à des douleurs en rapport avec un œdème de la paroi. Dans un cas, et impressionnant. C'est des petites qui vont regarder comme ça. Elle n'est pas trop inquiète, elle, mais vous dites, oh là là, est-ce que ça, c'est pas une masse tumorale? Expliquer l'œdème sous-muqueux, il est en rapport avec la constitution d'un troisième secteur. Je vous rappelle, le troisième secteur, il est venu par où? C'est la vasodilatation des vaisseaux de la paroi digestive, des anses digestives. Donc, on a une extravasation du liquide, on aura une constitution d'une lame d'acide, voire d'une... C'est rare où ça devient énorme. Autre chose, l'œdème, comme il existe au niveau des anses, on a liquide qui sort, mais on a aussi un œdème qui s'installe sur la paroi intestinale. Qui dit œdème dit réduction de la lumière, qui dit réduction de la lumière dit obstruction fonctionnelle. Et donc, qu'est-ce que ça va simuler derrière? Un tableau, nous, on pense à quoi? Les pédiatres, à une invagination intestinale aiguë. Est-ce qu'il y a une péritonite derrière qui s'est installée? Est-ce que c'est une torsion ovarienne? Est-ce que c'est une hémorragie? C'est légitime d'y penser à ça. Généralement, un œdème de la paroi digestive et une lame d'acide. Donc là, je vous montre ça, c'est caractéristique. C'est ce qu'on appelle l'aspect en pile d'assiettes. Quand on met les assiettes comme ça à sécher après avoir lavé les assiettes. Donc, cet aspect des anses est appelé aspect en pile d'assiettes. D'ailleurs, et on voit aussi les anses
qui vont avoir aussi en concomitance une lame d'acide. Donc, vous, à votre niveau, si vous réussissez à faire l'échographie déjà de débrouillage, vous allez vous dire non, l'expectatif armé, il n'y a pas de fécalome, il n'y a pas de péritonite, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de sang. Donc, je temporise, je le garde en observation et on va voir est-ce que le tableau va s'amender et donc vous passez à la chirurgie ou vous refaites une échographie 2 jours après, disparition totale de l'œdème. Et je vous rappelle que ça peut disparaître spontanément 5 jours après, hein, comme ça peut ne pas disparaître et à ce moment-là, il faut donner un traitement, on va le développer tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui peut tuer? C'est l'œdème sous-muqueux des voies aériennes, en l'occurrence laryngée. Il y a toujours un facteur déclenchant, un traumatisme, une chirurgie dentaire, mais peut survenir spontanément et le plus fréquemment chez les adultes. On en a vu rarement chez les enfants. L'œdème, quand il est là, si vous avez l'œdème, vous allez donner de l'adrénaline, c'est normal. Une deuxième fois, 5 minutes après, s'il n'y a pas de réponse, ce n'est pas allergique. Pensez à donner un traitement spécifique en pensant à l'enjeu œdème héréditaire. Parce que si de cette ouverture, vous passez à ça, la mort survient 15 minutes après par asphyxie aiguë. Si vous donnez un traitement, la réponse au traitement, vous l'aurez aussi au bout de 15 minutes. N'oubliez pas, je vous ai parlé des autres localisations. On peut avoir de l'angio-œdème au niveau des yeux, céphalées, les troubles neurologiques qui peuvent s'installer. Les organes génitaux, les articulations, la plèvre. Donc, tout organe peut être touché. Donc, en résumé, comment poser le diagnostic? Rechercher les antécédents familiaux, antécédents personnels de crise similaires, rechercher les facteurs déclenchants. À l'examen clinique, rechercher toujours cet aspect d'érythème marginal. Rechercher la clinique, comment est faite cette crise. Généralement, c'est des œdèmes blancs non prurigineux qui durent que quelques jours. Est-ce qu'on a un météoroïsme abdominal, des douleurs intenses? Est-ce qu'on a une ascite? À ce moment-là, vous allez vous aider avec l'évolution. La crise va durer 24 à 72 heures, elle est typique. D'ailleurs, dans les antécédents, il faut demander ça. Elle va spontanément céder sans traitement spécifique dans la plupart des cas, fort heureusement. Et quand vous donnez des antihistaminiques, des corticoïdes et de l'adrénaline, il n'y a pas de réponse, pensez à l'enjeu œdème héréditaire. Ah, pardon, ça part rapidement. Donc, devant cette forte suspicion clinique, l'interrogatoire à l'examen clinique, on va confirmer ou infirmer notre diagnostic. Comment? Par faire un bilan. Donc, il faut savoir que le C1 inhibiteur qui est déficient dans cette pathologie, que ce soit en qualité ou en quantité, peut être évalué dans les laboratoires spécifiques. Pour la concentration du C1 inhibiteur, on peut le doser dans n'importe quel laboratoire. Laboratoire central ou laboratoire privé. Le C1 inhibiteur, je dis bien le dosage quantitatif. Le dosage qualitatif, c'est-à-dire la fonction du C1 inhibiteur, elle n'existe pas dans tous les laboratoires. Nous, à notre niveau, au niveau d'Alger, ça existe au niveau de Ruiba, chez M. Djenouhet, qui a fait, d'ailleurs, il est connu pour l'enjeu œdème héréditaire, il a fait sa thèse sur le dosage du C1 inhibiteur. Donc, il faut savoir que quand vous avez une orientation diagnostique, vous pouvez, à votre niveau déjà, commencer par doser le C4 et le C1 inhibiteur. Si
il revient normal. Vous n'avez pas éliminé le diagnostic. Il vous reste à vérifier la fonction. Si vous réussissez à faire la fonction et elle revient normale, mais vous avez une clinique très parlante, on n'élimine pas le diagnostic. On traite un patient, on ne traite pas un bilan. Parce que maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure de la nouvelle entité du type 3 avec ils vont être recensés, les médecins vont être formés, vont être briefés, parce qu'il s'agit d'une simple injection. Le patient va arriver chez le médecin, gager de l'utilité de donner le concentré en C1 inhibiteur et il va lui faire sa perfusion, les urgences. La grande urgence, c'est l'œdème laryngé, la crise abdominale. Et après, les œdèmes des membres de la face. Je rappelle aussi les 6 classes. Les concentrés en C1 inhibiteurs, qu'ils soient naturels, des dérivés plasmatiques ou des dérivés recombinants. C'est cette molécule, c'est ces médicaments qui ont été enregistrés en Algérie. Les antagonistes des récepteurs de la bradykinine, rappelez-vous de la physiopathologie. On va agir, je vais vous montrer, on va agir indirectement sur la fixation de la bradykinine sur le vaisseau. Si elle ne se fixe pas, on ne va pas avoir de l'œdème. Les inhibiteurs de la kallikreine, rappelez-vous, Le sang. kallikreine qui va activer le kininogène, la formation de la bradykinine. Fibrinolytique, vous allez me dire, mais ce n'est pas un problème de protéines C ou S, mais les antifibrinolytiques, on sait très bien qu'ils ont un rôle indirect. Je parle à ce niveau, rappelez-vous de la plasmine et de la plasminogène. C'est à ce moment-là que les antifibrinolytiques vont agir. Les stéroïdes androgènes atténués. C'est une molécule qui va, d'une manière indirecte, augmenter la fabrication du C1 inhibiteur au niveau du foie. Donc, voici les 6 classes avec lesquelles on peut traiter l'enjeu œdème héréditaire. Mais, je précise, toutes les classes ne sont pas utilisées de la même manière. On va voir point par point. Mais je tenais à ce que vous recensiez déjà les différentes armes thérapeutiques. Il faut savoir que ces médicaments, vous les utilisez très précocement, vous allez réussir à gérer la crise. Vous retardez leur mise en place, on aura une crise qui va durer dans le temps. Donc, vous enlevez les tableaux noirs. On ne voit pas bien. Ok, très bien. Donc, je vous disais que leur efficacité est d'autant plus importante qu'on les utilise très tôt pour gérer la crise. Il faut savoir aussi, je reviens, moi je suis pédiatre.
les androgènes peuvent interférer dans la croissance et la puberté des enfants. Et chez les femmes allaitantes et les femmes enceintes. Donc, cette catégorie ne sera proposée que chez les enfants qui ont fini leur puberté. Mais on ne va pas les utiliser tout le temps. On va les voir quand. Alors, je reviens à cette classe juste pour montrer le résumé, ce que je viens de vous expliquer. Tous les médicaments vont agir soit sur le facteur 12, sur la plasmine, sur le kallikrein et sur les récepteurs. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, comment raccourcir la durée d'une crise? Qu'est-ce qu'on appelle crise sévère? La crise sévère, c'est soit l'œdème de Kuhn, c'est-à-dire l'atteinte des voies aériennes, soit une crise abdominale sévère. Qu'est-ce que c'est que EVA supérieur à 5? Je suis sûre qu'on vous a formé dans l'estimation de la douleur, surtout chez les gens qui sont atteints de néoplasie, que ce soit adultes ou enfants. Il y a une échelle entre 0 et 10. Et donc, la douleur, si elle est intense au-delà de 5, c'est une crise sévère. Donc, il faut qu'on s'entende sur la définition de crise sévère. Crise sévère, c'est soit j'ai un œdème de Kuhn, c'est-à-dire une asphyxie. Et là, à ce moment-là, il faut donner de l'adrénaline. Et si on a un échec à l'adrénaline, on va donner les traitements d'œdème héréditaire. Je tiens à le répéter, à le répéter. Je ne l'ai jamais dit devant un œdème de Kuhn de donner les traitements de l'œdème héréditaire. Je dis bien, il faut penser au plus fréquent, au moins fréquent. J'ai un enfant qui va venir en asphyxie aiguë, un œdème de la face ou une asphyxie sans œdème de la face, c'est allergique jusqu'à preuve du contraire. C'est un choc anaphylactique jusqu'à preuve du contraire. Je donne de l'adrénaline. Ça ne donne pas 5 minutes après, je donne de l'adrénaline. Ça ne donne pas, c'est de l'œdème héréditaire. À ce moment-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le C1 inhibiteur médicament. On va donner le plasma frais congelé. Donc, je répète, maintenant, dès que vous aurez la disposition… C'est quoi le problème des barres noires? Non, il parle de cette barre que je ne peux pas enlever parce que c'est un truc de zoom. Elle ne gêne pas de toute façon. Elle ne gêne pas. Mes plaques s'arrêtent ici. Voilà, exactement. Ok, très bien. Okay. Donc, je répète, on gère une crise sévère avec quelle molécule? On n'a pas encore le C1 inhibiteur, mais on va l'avoir. Là, on sait très bien parce qu'on fait partie du groupe d'experts au niveau du ministère. La première fois, il ne sera pas disponible directement dans les petites structures. Il sera disponible au niveau des centres de référence, c'est-à-dire probablement Louis-Bas et Parnay. Mais après avoir formé beaucoup de médecins sur les médicaments, on va délocaliser les médicaments, ils vont les avoir dans leur pharmacie et ils vont pouvoir traiter une crise sévère avec le C1 inhibiteur. Mais nous, jusqu'à maintenant, on utilise, oh là là, attendez, hein. On utilise par défaut le plasma frais congelé. Il faut savoir qu'une unité de plasma, un cc de PFC, il nous ramène une unité de C1 inhibiteur. Et généralement, pour chaque crise, on va donner 10 cc par kilo. Il faut savoir qu'on le donne en intraveineux par pouce seringue. On commence prudemment pour augmenter après. Vous voyez, on commence à 1 cc par minute pour arriver après pour 6 cc par minute. Je vous rappelle aussi que le plasma frais congelé est un produit dérivé de sang, qu'il faut garder la vignette, que s'il y a un problème, il faut le signaler et remonter l'information. Le PFC peut être gardé à moins 25 degrés une année,
Mais si on l'utilise, on le décongèle, il est interdit de le recongeler. Et il faut l'utiliser dans les 6 heures. Quand on a une crise dite peu sévère, les crises peu sévères, c'est les crises au niveau des pieds, des mains, de la face, qui ne sont pas très douloureux et qui ne sont pas digestifs ou arrêt. À ce moment-là, l'antifibrinolytique existe en Algérie. Il est utilisé beaucoup en gynéco, c'est ce qu'on appelle l'hexacil. L'hexacil, c'est quoi l'hexacil ou les antifibrinolytiques? Je vous rappelle, c'est écrit. On va chanter la fabrication de la bradykinine en agissant sur la plasmine. Les crises peu sévères, vous voyez, on peut même ne pas utiliser les antifibrinolytiques, on utilise seulement les antalgiques, les antispasmodiques. Donc, à ce moment-là, même pas le PFC. Alors, on a traité les crises. Crise sévère, on a vu. Crise peu sévère, on a vu ce qu'on pouvait proposer. Imaginons que vous avez un enfant qui s'apprête à faire une extraction dentaire, une fibroscopie digestive ou bronchique, une intervention chirurgicale. Il faut réfléchir comme l'enfant hémophile. Il ne faut jamais faire un geste sans que l'enfant soit stable. Donc, on va lui proposer une substitution, une prophylaxie de ce geste. On sait très bien que le traumatisme peut déclencher la crise. Une extraction dentaire peut provoquer un œdème. Une fibroscopie, imaginez, vous faites une fibroscopie digestive, il va faire de l'œdème ORL. Donc, ce qu'on va faire, on va proposer une prophylaxie, elle est dite à court terme, c'est-à-dire au moment du geste. Il y a ceux qui disent, comme chez l'hémophile, de commencer quelques heures avant, de donner la substitution et la refaire après le geste pour être sûr qu'on ne déclenche pas une crise derrière. Pardon, hein? Donc, toujours, qu'est-ce qu'on propose en prophylaxie? On va lui donner, si on dispose du C1 inhibiteur, 6 heures avant l'intervention, une substitution en C1 inhibiteur. On vous dit, si vous n'avez pas les C1 inhibiteurs, vous pouvez lui proposer l'antifibrinolytique. Je vous ai dit, il est disponible là, dans les pharmacies d'hôpitaux. Hein. Et si vous n'avez pas le C1 inhibiteur, si vous n'avez pas l'antifibrinolytique, vous pouvez vous rabattre sur le plasma frécongelé, c'est-à-dire l'enfant ou l'adulte connu porteur d'enjeux œdème héréditaire va venir vous dire demain, je dois enlever une dent. Vous allez lui donner sur 6 heures PFC. Comme ça, il a son C1 inhibiteur au plafond et il peut faire le geste sans derrière déclencher une crise. On arrive à la prophylaxie au long cours. Elle n'est pas indiquée pour tous les enfants, tous les adultes qui sont porteurs de cette maladie. Elle est indiquée si il fait plus d'une crise grave par mois parce qu'il est à haut risque de récidive. S'il fait plus de 2 crises par mois, c'est-à-dire 2 crises non graves, mais elles sont invalidantes, elles sont là. Imaginez, chaque 15 jours, il fait sa crise, donc il a besoin d'une prophylaxie. Si cette maladie, elle lui cause une gêne plus de 5 jours par mois, et bien sûr, si la personne habite très loin d'une structure de proximité qui peut lui assurer du plasma frécongelé lorsqu'il fait une crise sévère, donc il ne faut pas jouer avec le feu, il faut le mettre sous prophylaxie. Alors, qu'est-ce qu'on propose en prophylaxie au long cours? En première intention, vous voyez, c'est toujours le C1 inhibiteur, c'est le premier traitement qui arrive. Vous allez lui donner le C1 inhibiteur 2 fois par semaine. Je précise, ailleurs, ça ne se donne pas en IV, c'est en sous-cutané. Donc, on ne pourra pas proposer la prophylaxie au long cours chez nos patients
tant qu'on n'a pas l'enregistrement du CR inhibiteur donné en sous-cutané. Parce que je reviens à l'hémophile. Il faut une éducation thérapeutique. Il faut que l'enfant et sa famille sachent donner le CR inhibiteur en sous-cutané à la maison. Donc, actuellement, ils ont enregistré que la forme IV. Donc, ce qu'on pourra leur proposer, c'est l'acide tranxamique, c'est l'hexacide. Je répète, c'est l'hexacide. En deuxième intention, si vous avez des androgènes atténués et que l'adolescent a fini sa puberté, vous pouvez lui donner. Ils sont disponibles aussi. Hein? Mais on les évite chez les enfants tant qu'ils n'ont pas atteint leur puberté. Mais les plaques sont complètement cachées. Hein. Vous pouvez vraiment rien faire. Attendez. Hein. Il y a quelque chose qui est apparu, j'enlève. C'est l'écran de... Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a un écran, je crois, qui est... Je sais pas. Parce que c'est pas normal que ça vienne maintenant. Là, j'ai pu l'enlever, hein? Pas totalement. Non. En bas, c'est des photos. Ce que vous voyez là, c'est des photos. Ah, d'accord. Alors, donc, je reviens à la présentation. On a parlé du diagnostic. On a parlé de la prise en charge. La prise en charge de la crise, elle est sévère, elle n'est pas sévère. Prophylaxie à court terme quand l'enfant ou l'adulte va faire un geste en urgence. Et prophylaxie au long cours quand elle a ses indications. Mais le traitement ne sera pas bien conduit s'il n'y a pas une éducation thérapeutique derrière. Je vous rappelle, comme je vous l'ai dit, quand on a fait l'asthme, l'éducation thérapeutique, c'est une activité à plein temps. Ailleurs, elle est rémunérée, elle répond à un cahier des charges. Donc, l'éducation thérapeutique, c'est une activité à part qu'on propose aux patients. Il faudrait qu'on fasse des séances individuelles et collectives pour apprendre aux patients et à sa famille comment reconnaître les crises modérées et les sévères, comment les traiter, quand consulter, qu'est-ce qu'il faut faire quand on va faire un geste chirurgical ou médical. Et à ce moment-là, l'enfant a une carte et il sait où s'adresser. Voilà. Là. Donc, je reviens. La surveillance. Vous allez me dire, Madame Drali, on a un patient comme ça. On le suit, il a pu avoir un traitement. Comment on les suit en consultation? Il faut savoir qu'il n'y a pas une surveillance type. Chaque enfant fait sa maladie, chaque adulte fait sa maladie. Si l'enfant, vous le comprenez aisément, il fait beaucoup de crises, vous allez le voir d'une manière très rapprochée. Si un enfant n'a pas de traitement d'urgence, n'a pas de traitement au long cours, il faut aussi savoir le contrôler très rapproché. Mais si vous avez pu identifier le profil de votre enfant ou l'adulte, c'est quelqu'un qui fait une crise par 6 mois. Donc, vous allez le voir 1 à 2 fois par année. Je répète, je suis pédiatre de formation, donc est-ce qu'on vaccine ou on ne vaccine pas? Est-ce que ça risque de déclencher une crise ou pas? Non, c'est les infections qui déclenchent les crises. Donc, c'est une étape essentielle à respecter. Respecter le calendrier vaccinal pour que l'enfant ne déclenche pas une crise derrière. Quelles sont les perspectives? Vous allez aussi me poser la question, que peut-on faire? Est-ce qu'on a des directives? Est-ce qu'on a des recommandations algériennes? Parce que chaque pays a choisi d'inscrire certains médicaments, comme d'autres ne l'ont pas inscrit parce qu'il y a un coût derrière. Donc, nous, vous avez vu les 6 classes thérapeutiques, mais vous avez compris que les 6 ne sont pas disponibles en Algérie. Le plasma frais congelé, il est là. Le CR inhibiteur, qu'il soit plasmatique ou recombinant, il vient d'être inscrit. Les antifibrinolytiques, ils sont là. Les inhibiteurs du récepteur, ils ne sont pas encore inscrits. Les inhibiteurs de kallikreine ne sont pas encore inscrits. Pourquoi? Parce qu'ils sont chers. Mais déjà, on a certaines armes thérapeutiques, mais
cela ne sera mis en route que par des consensus nationaux et des recommandations adultes et pédiatriques. Je vous donne l'information. Le conseil scientifique qui s'occupe de cette pathologie va se réunir, Inch'Allah, pour étudier tous les protocoles et proposer une thérapeutique bien codifiée, bien claire, avec les moyens du bord, avec les moyens que nous propose. D'accord? Donc, on va déjà identifier le circuit du patient. Il consulte où dans le cadre de l'urgence? Il consulte où quand la pathologie est diagnostiquée? Il consulte où pour faire ses soins? Il consulte chez qui pour le mettre sous prophylaxie au long cours? Donc, en conclusion, c'est une pathologie, vous l'avez compris, qui est méconnue, hétérogène, avec une physiopathologie complexe qu'on n'a pas fini de comprendre. Hein. Je vous dis qu'actuellement, on parle, je ne voulais pas vous compliquer l'existence, mais on est passé de 3 formes d'enjeu œdème. Actuellement, on parle de 6 formes selon la génétique, mais c'est très compliqué de vous expliquer ça. Retenez déjà, c'est un inhibiteur bas, c'est un inhibiteur fonction altérée, c'est un inhibiteur normal avec facteur 12 muté. Mais si vous lisez dorénavant d'autres lectures, je viens de vous donner l'information, on est passé de 3 à 6 sous-types d'enjeux œdème héréditaires. Donc, pour fixer les idées, tout œdème lent à s'installer, avec un pic de 2 jours, qui disparaît au bout de 5 jours sans laisser de séquelles, sans prurite, sans papule, est suspect d'enjeu œdème héréditaire. L'importance du dépistage, s'il vous plaît. On a vu des patients diagnostiqués, mais l'enquête familiale qui n'a pas été faite. Alors que je vous assure, dès qu'on a posé le diagnostic d'un enfant, on a cherché les cousins, les ascendants, les descendants, on s'est retrouvé avec 15 derrière. Donc, s'il vous plaît, pensez à faire le dépistage. Le diagnostic passe par un bilan simple que vous pouvez faire dans n'importe quel laboratoire, le dosage du C4 et le C1 inhibiteur. La fonction et la génétique, c'est dans des lieux très spécifiques. Le patient, vous l'avez compris, doit être pris en charge pour anticiper et gérer mieux une première crise qui peut être fatale. C'est-à-dire, c'est bien beau de poser le diagnostic, mais derrière, il faut s'occuper de le mettre dans le circuit de la prise en charge de l'enjeu œdème héréditaire. Et il sera évalué dans les centres de référence, je vous l'ai expliqué, au moins 2 fois par année. Je vous remercie de votre attention et je suis là pour répondre à vos questions. Merci, professeur Drali. Je pense que là, vous pouvez écrire vos questions. S'il vous plaît, je ne peux pas ouvrir les sens, ça va faire beaucoup de chahut. Mais par contre, je vous ai inscrit le lien de la plateforme pour vous inscrire uniquement. Okay. Mais par contre, elle n'est pas encore, remplie par des enregistrements ou quoi que ce soit. Elle n'est pas encore enrichie, à part avec le MOOC. Le MOOC sur l'hygiène hospitalière, lavage des mains précisément. Mais vous pouvez vous inscrire. Déjà, vous commencez par vous inscrire. Professeur Dali, là, il n'y a pas de questions écrites. Posez vos questions, profitez de cette occasion. Vous avez le thème d'aujourd'hui, le thème d'hier, profitez au maximum. Et je pense qu'ils vont écrire. Là, je suis en train de relire ce qu'ils ont écrit tout à l'heure. Bon, ils ont écrit par rapport à la tache noire et par rapport à la... Oui, pas de sang, il n'y a pas les diapos, pas de sang. Non, le sang, c'est vraiment personnel. Et voilà, exactement, comme vous l'avez dit. Ok, très bien. Donc, c'est les gens qui s'étaient présentés. Donc, vous avez mis le lien. Je suis en train de voir. Alors, est-ce que vous avez des questions? La dernière fois, il y avait beaucoup de questions, donc peut-être que vous découvrez la pathologie, je pense, et que
C'est pour certains, ils découvrent la pathologie. Je comprends que les questions vont venir derrière. C'est pour ça que je vous laisse mon mail. Attention, c'est le tiré du 8. Hein. Donc, j'espère que cette thématique a suscité votre intérêt d'aller relire de plus en plus approfondi. Et de deux, de revoir votre historique, peut-être parce que comment vous dire, ça nous est tous arrivé, hein, de découvrir une pathologie, après de se remémorer quelques consultants, quelques patients qui sont passés par nous, on se dit, ah, peut-être que celui-là était effectivement de l'angio-œdème héréditaire. Donc, je pense que vous allez avoir le même réflexe et vous allez peut-être reconvoquer des patients pour leur faire le bilan. Donc, c'est naturel, c'est humain, c'est légitime. Pour d'autres qui connaissaient la pathologie, vous avez eu peut-être des vagues informations. Là, j'ai essayé de vous faire le maximum de résumés parce que c'est une pathologie très, très complexe. Donc, j'arrive aux questions. Je vois qu'il y a certaines personnes qui posent les questions très intéressantes. Donc, je remonte à la première. La première, elle est vers... On a découvert. Est-ce que l'angio-œdème, je lis sur mon écran, hein, est-ce que l'angio-œdème peut persister plus d'une semaine? Écoutez, c'est très rare. Déjà, l'angio-œdème histaminique allergique ne dure pas plus de 24 heures. L'angio-œdème héréditaire, la moyenne, ils disent 5 jours. Ça peut aller jusqu'à 7 jours, mais retenez plutôt la cinétique. Ce n'est pas la durée, c'est qu'il commence progressivement. Vous avez vu les images, quelques jours après, il a eu poignet qui était œdématique. Ça reste comme ça un jour et après, ça commence à diminuer. Alors, c'est clair, qu'il soit ou bradykique, imaginez vous, une trachéotomie, c'est difficile. Mais complexe, adrénaline, 5 minutes après, adrénaline du PFC. Ça va pas. Question suivante. Ah non, c'est pas d'habitude. Dans l'enfant, donc je ne pense pas à l'angio-œdème. Non, je vous ai dit, il peut être asymptomatique toute l'enfance et commencer à la puberté. Mais c'est rare. Il faut toujours s'acharner à dire à la maman. كان يحبي عنده نفخ في يديه وعنده يعني ما تقول لك وي صح ما انا قلت راه كان l'angio-œdème peut persister. Elle conduite à tenir devant une femme enceinte qui présente un œdème laryngé. Ah, mais avant, il y a la différence entre un angio-œdème et une allergie de contact. Oui, exactement. Très bien. Donc, l'allergie de contact, vous ne pouvez pas faire l'amalgame. L'allergie de contact, vous avez tous vu une allergie de contact. C'est quelqu'un qui met des chaussures, quelqu'un qui met des gants, quelqu'un qui va mettre du henné, et il va développer des lésions papulo-vésiculeuses, prurigineuses, c'est-à-dire on va avoir de l'érythème, des rougeurs, après on va avoir des papules, des vésicules et ça gratouille.
Mais c'est typique, ça prend avec le territoire. Il enlève la chaussure, vous allez voir le dessin sur le pied de la chaussure. C'est ça l'eczéma de contact, c'est-à-dire l'eczéma, ça s'accompagne d'autres signes. Alors que l'angioœdème, vous l'avez vu, il n'y a rien, il n'y a pas de lésion. C'est la peau qui est surélevée, qui est un peu rose, c'est tout. Alors, conduite à tenir devant une femme enceinte qui présente un œdème laryngé. Eh bien, mon collègue adulte l'a eu à gérer, je ne vous dis pas. C'est la même chose. Elle est venue, elle est enceinte, le réanimateur a été appelé, il a pensé à un choc anaphylactique, il a donné de l'adrénaline, ça n'a pas donné la deuxième fois, il a fini par donner du PFC. Donc, il n'y a pas de particularité ni de contre-indication pour les traitements, hein. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à dérouler. Conduite à tenir, ok, très bien. Est-ce que je suis en droit de demander un bilan devant le premier semblant d'angioœdème que je consulte? Non, on est des cliniciens. Un premier angioœdème, déjà, il faut faire un bon interrogatoire et un bon examen clinique. Donc, si il faut penser toujours, je le répète, du plus fréquent au moins fréquent. Nous, moi, même si on m'envoie les malades, ils savent que c'est la consultation parce que je fais de l'allergologie. Moi, c'est complexe. Je fais de l'allergologie, j'ai la consultation d'allergologie et il y a la consultation d'angioœdème héréditaire. Donc, ils en profitent pour m'envoyer en me disant, s'agit-il d'allergie ou de l'angioœdème? Mais dans 95% des cas, c'est allergique. Et à ce moment-là, on va mettre un traitement allergique. Donc, même quand ils sont orientés pour une véritable suspicion d'angioœdème, je m'acharne à éliminer l'allergie. Je m'explique. Est-ce qu'ils ont mangé quelque chose? Est-ce qu'ils ont touché quelque chose? Est-ce qu'ils ont mis quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'urticaire chronique. N'oubliez pas, l'urticaire chronique qui n'est pas allergique, qui est mastocytaire, qui peut simuler des œdèmes des membres récidivants. Ça, c'est une autre. Donc, on a des différentiels quand on a des œdèmes des extrémités. Soit c'est allergique, soit c'est mastocytaire, soit c'est bradykinin. Si vous avez des arguments, des centres de référence. Bien sûr, vous pouvez vous mettre le PFC, mais on ne dose pas. Même nous, on ne dose pas derrière. Parce que pourquoi? Lui, c'est un inhibiteur. La question, je l'ai comprise. Combien elle va durer la perfusion? On dit pour le geste, il vaut mieux la faire 6 heures avant le geste. Mais il y a d'autres études qui disent quand vous donnez la perfusion en prophylaxie, tenir jusqu'à 1 mois. Je dis en prophylaxie. Pour le geste, on vous dit 6 heures avant. Mais devant le dose pour faire le geste. Non, on ne dose pas. C'est un paramètre qui n'est pas fait dans l'urgence. Hein. Le dosage, c'est un inhibiteur. Hein. Je n'ai jamais dit le faire en urgence. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, je connais une fille de 14 ans qui présente une acide par la suite et qui a été traitée malgré que tous les éléments pareils n'étaient pas en faveur, alors que c'est... Oui, absolument. Je comprends aussi nos collègues. Je vous ai dit, pensez au plus fort, éliminer beaucoup de choses. Et on ne comprend pas, on donne les antituberculeux comme traitement d'épreuve. Mais là, il y a beaucoup d'éléments. L'étude, si j'arrive à faire l'étude de l'acide, elle est négative. Directement
culture, tubage gastricien, elle ne répond pas. La forte suspicion d'un enjeu œdème. Après combien de temps de la perfusion? Ça, on l'a vu. Est-ce qu'il y a un enregistrement? Oui, il y a ceux qui sont arrivés au milieu. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Là, on a mis les questions. Là, vous venez, je vous laisse mon mail. Vous l'avez noté. Donc, je suis à votre disposition. N'hésitez pas. Donc, si vous avez des fortes suspicions ou là, vous voulez des avis, un résumé du tableau clinique par mail. Je vous réponds en vous donnant un rendez-vous pour une éventuelle consultation. Inch'Allah, نتلاقاو في الخير, bien sûr, et dans des rencontres scientifiques où on va en détail, que ce soit diagnostic ou prise en charge de cette pathologie. Mais je suis, moi, personnellement, déjà contente que le médicament soit enregistré parce que est mort. Et je suis contente de pouvoir parler de cette pathologie en formation médicale continue parce que quand on la cherche, et elle peut emporter, c'est parmi, d'ailleurs, c'est la seule maladie rare qui peut engager le pronostic vital. Donc, sur ce, je vous dis sahartolkom, saharamdankom, et à très bientôt, pourquoi pas. Madame Gougam, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, professeur. C'était très enrichissant pendant les 2 fois. Puis m'a